Dans un monde où de nombreux labyrinthes se répandent à travers les terres, attendant que des aventuriers les explorent et les conquièrent, une légende se transmet parmi ces aventuriers. Toutes les quelques décennies, dans l'un de ces labyrinthes infinis, un trou noir menant vers un autre monde s'ouvre. On dit que ceux qui entrent dans le trou noir et survivent sont récompensés par une richesse immense et une force surhumaine. Dans le labyrinthe Backlod, au 38e étage, dans la salle du boss, un grand monstre gisait mort sur le sol à côté de deux hommes. L'un d'eux, qui avait porté le coup final, avait des cheveux noirs courts, aucune émotion et semblait n'avoir qu'un œil. Cet homme, l'aventurier Lecan, le loup borgne, rangea son épée dans son fourreau et leva un poing sur sa poitrine en signe de respect pour le monstre qu'il venait de tuer. L'autre homme, l'aventurier Bod, l'ours mangeur d'hommes, riait de la rapidité avec laquelle Lecan avait tué le monstre, disant que c'était attendu de lui. Lecan répondit que la coordination de Bod était parfaite et lui avait donné une ouverture pour que le reste soit facile, ce qui fit rire l'homme plus grand. Il promit de continuer à faire de telles choses pour l'homme aux cheveux noirs. Lecan utilisa sa compétence de détection de vie pour voir s'il restait un signe de vie dans le monstre devant eux, et il fut confirmé qu'il n'y en avait pas. Il resta silencieux un moment avant de dire à Bod qu'il n'y avait aucune anomalie dans la zone. Cependant, Bod n'était plus concentré sur le monstre, car il s'était complètement retourné et fixait quelque chose. Bod ne croyait pas qu'il n'y avait pas d'anomalie comme Lecan l'avait dit, et demanda à l'homme aux cheveux noirs ce que Bod fixait devant lui. Les deux hommes se tenaient côte à côte et observaient le trou noir sinistre et infâme dont ils avaient tant entendu parler. Lecan dit que même avec ses pouvoirs, il ne pouvait rien voir au-delà du trou, et Bod lui demanda ce qu'il ferait puisque personne n'avait jamais documenté. Ce qui se passe si une personne entrait dans ces trous noirs. L'homme aux cheveux noirs dit qu'il entrerait en premier, sans hésitation, son ami riant et le suivant de près. Cependant, lorsqu'ils entrèrent, les deux hommes apprirent rapidement qu'il n'y avait pas de sol sur lequel se tenir, ce qui signifiait qu'ils tombaient dans les ténèbres. Leur corps continuait à être consommé par le vide du trou noir alors qu'ils disparaissaient du labyrinthe d'où ils venaient, et les deux hommes perdirent connaissance peu après. Lecan se retrouva allongé sur l'herbe d'une forêt, ouvrant lentement les yeux avant de se lever avec un gémissement. Il se demanda combien de temps il avait dormi, car il se réveillait habituellement au moindre bruit. Lecan appela pour voir si son ami allait bien, mais seul le silence répondit. Le trou noir par lequel ils étaient passés avait également disparu, et il semblait que Lecan se trouvait dans une forêt avec une végétation qu'il n'avait jamais vue auparavant, le monde au-delà du trou noir. Il utilisa à nouveau sa compétence de détection de vie, mais cela le confondit car la réponse de la vie était trop faible, ce qui signifiait qu'il semblait n'y avoir aucun humain dans la zone qu'il pouvait détecter avec la détection de vie. Les animaux normaux étaient des points verts, tandis que les humains étaient des points rouges que Lecan pouvait sentir. Cependant, il n'y avait aucun point rouge en vue, ce qui signifiait que Bod avait dû être emporté ailleurs, peut-être même dans un monde différent. Cependant, la perception de Lecan commençait à augmenter un peu, jusqu'à une portée de 1000 pieds, ce qui alarmait l'homme aux cheveux noirs. C'était un point bleu, et il devait d'abord assurer sa propre sécurité avant de se soucier de l'endroit où se trouvait Bod. Surtout que le bleu n'était pas une force vitale d'un être normal, c'était celle d'une bête magique. Lecan sortit son épée de son rangement, une capacité qui semblait encore être efficace dans ce nouveau monde et contenait toujours les mêmes objets que Lecan avait précédemment. Il tenait la lame devant lui et restait sur place, attendant que la bête se dirige vers lui. Alors que Lecan se demandait si le monstre l'avait senti et le percevait comme une proie, un monstre ressemblant à une abeille surgit des arbres et chargea vers lui. Lecan avança et donna un seul coup de taille sur le côté du monstre, le faisant s'écraser contre un arbre et tomber au sol, mort. Il leva à nouveau un poing sur sa poitrine pour respecter sa mort, remarquant que c'était une bête d'une espèce qu'il n'avait jamais vue auparavant. Malgré l'étrangeté, Lecan croyait qu'il devrait toujours pouvoir absorber son pouvoir magique, et il le fit avec succès en quelques secondes, sans presque aucun reste. Contrairement aux bêtes normales, les bêtes magiques avaient des pierres magiques dans leur corps, la pierre étant en symétrie avec le cœur de la bête. Si Lecan utilisait son absorption de pouvoir magique, il pourrait voler cette magie et l'utiliser comme il le souhaitait, tout comme il le pouvait dans son monde précédent. Il pourrait se battre, même dans ce monde. Il ne savait pas ce qu'il allait acquérir dans ce nouveau monde, mais il testerait jusqu'où il pourrait aller avec ses pouvoirs et commença à marcher dans une direction, la prochaine priorité étant la nourriture et l'eau. Cependant,
ses plans seraient interrompus par le cri d'une fille, ce qui l'alarma et le confondit. Il n'y avait pas d'humain dans la portée de sa compétence de détection de vie, ce qui le faisait croire que c'était probablement un cri émis par magie, jusqu'à ce qu'il utilise à nouveau la compétence et voit 2 points rouges indiquant des humains. Il se mit à courir vers la direction de ces humains pour obtenir des informations sur ce monde. Pendant ce temps, 2 des mêmes monstres ressemblant à des abeilles que le Khan avait combattus chargeaient un carrosse avec un chevalier essayant de le protéger. Les Khan couraient à toute vitesse à travers la forêt, sautant autour de chaque arbre. Il remarqua que les mouvements des vies qu'il avait détectés s'étaient arrêtés et qu'un des démons avait été secoué pendant la poursuite, mais un autre suivait encore les humains. L'aventurier aux cheveux noirs arriva enfin près de la zone et trouva une carriole attachée à des chevaux, supposant qu'il y avait probablement des gens à l'intérieur. L'un des sangliers avait chargé le chevalier sur le cheval, ce qui confondit le Khan car cet humain n'était pas l'un de ceux qu'il avait détectés. Tous les êtres vivants avaient des pouvoirs magiques qui devraient être détectés sans faute par la compétence de détection de vie, mais ce chevalier ne ressentait rien pour le Khan. Y avait-il des compétences dans ce monde pour éviter la détection de vie? Le Khan commença à réaliser que ce n'était pas seulement cet homme, mais qu'il y avait 4 hommes en total qui ne possédaient pas de pouvoir magique, ce qui fit se demander à l'homme aux cheveux noirs si ces hommes étaient des imposteurs qui ressemblaient à des humains. La bête heurta sa tête contre le cheval, le faisant tomber et rendant le chevalier plus vulnérable au monstre. Il pensait que c'était la fin pour lui, jusqu'à ce qu'un tourbillon de feu se transforme en une boule qui fut soufflée depuis la carriole et frappa la bête. Cela ne la tua pas, mais la femme qui l'avait invoquée se tenait fièrement dans la carriole, tenant un court bâton. Le Khan fut surpris de voir la magie du feu utilisée. Cependant, la bête, se remettant de l'explosion, regarda immédiatement vers la femme aux longs cheveux et chargea vers la carriole. La femme était alarmée et les chevaliers essayaient de la protéger, mais ils n'étaient pas assez rapides. Cependant, le Khan l'était. Il jaillit de sa cachette, se plaça devant la carriole, sortit son épée et trancha les pattes de la bête, la faisant dévier de sa trajectoire et tomber à côté de la carriole. Les chevaliers essayèrent de parler à le Khan, mais ils ne les comprenaient pas, surtout qu'ils se concentraient sur le monstre qui se relevait lentement. Cela aurait été dangereux s'il avait heurté la carriole avec la force qu'il avait, mais il semblait encore capable de combattre avec toute sa puissance, malgré ses 3 pattes restantes. Les Khan commença à comprendre que c'était à cause de la fourrure, de la graisse et de la peau entre son cou et son dos qui aidait la créature à se protéger fermement. Si seulement il pouvait lui couper la tête d'un seul coup. Sa seule option était de trancher à partir de la gorge. Se précipitant en avant, le Khan trancha à travers son cou et abattit la bête en quelques secondes, ce qui surprit tout le monde dans la zone par son habileté et sa puissance. Il s'inclina en respect pour la bête, comme il le faisait avec toutes les autres, et rangea son épée, sachant qu'il avait complètement épuisé ses pouvoirs magiques. Les Khan fouilla la plaie du sanglier, pensant que posséder ce qu'il trouvait serait pratique pour plus tard. L'un des gardes s'approcha de le Khan et tenta de lui parler, mais il était évident que la langue des gens de ce monde était complètement différente, bien qu'ils ressemblent toujours à des humains. Il utilisa son détecteur magique à son efficacité maximale et trouva la moindre réponse magique du garde devant lui, confirmant que c'était bien un humain. Les humains de ce nouveau monde où se tenait le Khan devaient communément avoir une quantité microscopique de magie, tandis que d'autres, comme ceux dans la carriole, en avaient plus. 2 femmes sortirent de la carriole et l'une d'elles s'inclina en respect devant le Khan et commença à lui parler dans cette langue qu'il ne comprenait pas. Les Khan savaient que cette fille était l'autre propriétaire de la magie qu'il avait détectée et réalisa qu'elle était probablement une personne de haut rang. L'homme aux cheveux noirs parla finalement dans la langue qu'il connaissait, expliquant qu'il ne la comprenait pas et comment la fille ne le comprendrait probablement pas non plus. Il resta silencieux un moment et posa son épée pour s'incliner correctement devant la petite fille pour lui rendre le respect qu'elle lui avait donné, ce qui la surprit grandement. S'incliner en retour était l'étiquette du palais royal dans son ancien monde, mais il se demandait si cela avait été bien interprété dans ce nouveau monde. Les 2 femmes commencèrent à parler entre elles, semblant discuter de le Khan, et après assez de disputes, la femme plus grande soupira et accepta ce que la petite fille disait. La petite fille s'approcha de le Khan, prit doucement sa main et lui fit signe vers un bâtiment au loin, essayant de communiquer qu'elle voulait qu'il vienne avec elle à sa résidence. Le Khan acquiesça et accepta l'invitation, tant parce que ces gens étaient amicaux que parce qu'il avait besoin de contact avec les habitants locaux. Il s'éloigna un moment et commença à ranger ses objets dans un rangement normal au lieu de son habileté de stockage pour essayer de cacher les compétences qu'il possédait afin de ne rien présenter d'innaturel dans ce nouveau monde. Avec toutes ces actions,
Il devrait ressembler à un voyageur normal aux yeux des gens. Lekan revint et vit que la petite fille était une utilisatrice de la magie de guérison et l'utilisait sur les autres gardes qui essayaient de protéger la carriole des bêtes. Il pensait que l'autre fille était de rang plus élevé, mais l'échelle de la magie de la petite fille était considérablement plus grande. Ils essayèrent de mener Lekan dans la carriole, à laquelle il hésita presque, mais il accepta et fut rapidement conduit à la résidence du seigneur féodal du dominion de Zeidmor. Lekan était assis calmement sur des briques de pierre, se faisant servir des rafraîchissements par Mid, tandis que deux hommes discutaient de lui à l'intérieur du bâtiment à proximité, celui de la famille Zeidmor. Le patriarche de la famille, Zanjikael, regardait Lekan par la fenêtre et demanda à Ezak, l'un des chevaliers accompagnant les deux femmes, son avis sur l'homme dehors. Ezak répondit rapidement que Lekan possédait une force militaire à un degré dangereux, mais semblait être un homme qui rendait la politesse lorsqu'on le remerciait. Zanjikael fut impressionné d'entendre les chevaliers parler si bien de l'étranger aux cheveux noirs, mais il n'était pas trop alarmé par sa présence puisque Lekan avait sauvé la fille de Zanjikael. Le patriarche dit à Ezak qu'il allait donner la hutte dans le jardin aux visiteurs, tandis qu'Ezak pourrait décider de la suite. Un an passa. Des oiseaux volaient dans le ciel d'une forêt, alors que Lekan pouvait être vu courant à travers, tenant son épée à son côté. Il sentit deux bêtes magiques et sauta par-dessus un arbre vers leur emplacement. Ils remarquèrent immédiatement l'aventurier aux cheveux noirs et commencèrent à grogner, se préparant pour la bataille. Cependant, ils n'avaient aucune chance de gagner, puisque Lekan trancha immédiatement les grands monstres en quelques secondes et s'inclina rapidement en respect pour leur mort. Lekan revint de sa tâche et entra dans la résidence par la porte en bois, accueilli par un bonjour d'Ezak. Le chevalier lui dit combien il était impressionné par sa rapidité à la chasse, salué en retour par Lekan, jusqu'à ce que l'homme aux cheveux noirs sache qu'Ezak voulait s'entraîner avec lui à nouveau ce jour-là. Lekan lança son épée à Ezak et les deux se dirigèrent vers l'avant de la hutte où Lekan logeait pour se préparer au petit combat. Les deux hommes tenaient leurs épées, l'un détendu tandis que l'autre tenait la sienne haute. Ezak chargea en premier et les deux épées s'entrechoquèrent, semblant égales en puissance pour ce moment. Lekan séjournait au domaine de Zeidmor depuis 1 an maintenant et avait appris la plupart de la langue locale, ce qui était son plus gros problème au début. Il était vu avec des yeux suspects, mais grâce au respect de la fille du seigneur féodal, Lady Louvianafel, et du chevalier Sir Ezak, il s'était complètement intégré comme membre de la maison féodale. Lekan et Ezak continuèrent de s'entraîner jusqu'à ce que l'homme aux cheveux noirs gagne le combat et tienne sa lame contre le cou du chevalier, le faisant capituler. Malgré le fait qu'ils n'étaient toujours pas à la hauteur de Lekon, leur conversation fut interrompue par plus de gens commençant à apparaître, réalisant qu'il y avait un entraînement, ce qui fit que tout le monde voulait avoir son tour contre Lekan. Récemment, l'avant de la hutte de Lekan commençait de plus en plus à ressembler à un terrain d'entraînement. Aucun des hommes ne pouvait faire grand-chose contre Lekan en raison de son niveau de compétence et continuait de perdre contre lui, jusqu'à ce qu'une vieille femme s'approche de lui pour attirer son attention avant qu'il ne fasse plus de sparring. Elle était là pour lui dire que Lady Louvianafel l'appelait et avait besoin de lui après le petit déjeuner, lui disant de ne pas venir avec son apparence actuelle en sueur si possible. L'homme aux cheveux noirs resta silencieux un moment avant d'accepter et d'aller se changer en vêtements élégants, quelque chose à quoi il semblait toujours ne pas être habitué après une année entière. La petite fille salua Lekan et Lekan lui rendit son salut, s'inclinant et l'appelant Louvi au lieu de son prénom complet. C'était parce que la fille elle-même lui avait demandé de l'appeler par ce surnom au lieu de tout autre nom plus formel, et il devait le faire par tous les moyens, même contre ceux qui étaient imposés par Gria, la vieille femme, ou le serviteur de Louvi, Marinka. Louvi fit la demande qu'elle voulait que Lekan la protège sur le chemin menant à une certaine falaise, ce à quoi Lekan accepta, à condition qu'Ezak lui donne l'instruction de l'accompagner. Elle insista sur le fait qu'elle avait déjà reçu la permission de son père et allait juste dire à Ezak, avant de changer de sujet, et demander à Lekan de porter ses propres vêtements plutôt que les élégants qu'on lui disait normalement de porter. Il trouva amusant de devoir se changer souvent depuis le matin, ce jour-là, et se changea en un gilet de la menace de diverses araignées rocheuses possédant une magie défensive splendide, ainsi que des pantalons mélangés à des ressources rares, un manteau fait de la peau du roi des ours pour plus de magie défensive et un bijou cousu sur le col pour une auto-restauration supplémentaire. Lekan se sentait à l'aise avec l'équipement qu'il avait l'habitude d'utiliser et Asak l'appela rapidement, lui demandant de partir immédiatement pour garder la carriole de la jeune dame. Le chevalier vit l'apparence d'Ezak et allait faire un commentaire dessus avant de rejeter ses pensées et de s'éloigner vers la carriole avec un soupir. Peu importe à quoi ressemblait Lekan aux yeux des gens, il ne ressemblait certainement pas à la garde d'un noble. Ils atteignirent les montagnes forestières
et le Khan resta près du côté de la carriole, son travail étant principalement de protéger le patriarche de la famille et de protéger la jeune dame lorsqu'elle sortait. C'était un travail facile pour lui, puisqu'il semblait aller seulement dans la forêt et les abords plutôt que dans la ville, sauf que c'était un peu trop facile. La maison Zeidmore était trop à l'aise pour accepter un étranger étrange comme lui, mais il n'était pas venu dans ce monde pour une vie paisible. Il était venu ici pour voir des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant, combattre des ennemis forts qu'il n'avait jamais affrontés auparavant et recevoir de la richesse et de la force. Il semblait que ce monde avait aussi des labyrinthes qu'il connaissait de son monde précédent, ce qui lui donna l'intérêt de vouloir les explorer à l'avenir. Cependant, ses pensées furent interrompues par la réponse d'une bête magique dans les environs, ce qui fit que Lekan s'approcha d'Ezak et fit le signal qu'il s'en occuperait avant qu'elle ne s'approche. Lekan partit en courant vers la direction de la bête et la trouva descendant de l'un des arbres, un singe araignée qui bondit immédiatement. Il esquiva l'attaque et la bête décida de préparer une attaque de souffle, mais Lekan fut plus rapide à réagir lorsqu'il entendit le son menaçant et chargea vers elle pour trancher sa gorge avant qu'elle ne puisse la libérer. Elle fut étourdie un moment avant que le coup de grâce ne soit porté au singe araignée, le décapitant avant qu'il ne puisse réagir, et le cadavre tomba au sol. La pierre magique fut rapidement extraite du monstre mort, car le Khan était maintenant familier avec la façon dont ce monde valorisait aussi les pierres magiques, autre que leur utilisation pour d'énormes rituels et de la magie. C'était aussi l'ingrédient brut pour les potions magiques, et aussi un ingrédient pour une chose appelée un outil magique. Lekan revint et lança la pierre, le Khan revint et lança la pierre à Ezak qui sourit et acquiesça alors qu'ils poursuivaient leur marche vers leur destination. Ils arrivèrent enfin et on dit à Louvi de sortir, ce qu'elle fit rapidement, en commençant à courir joyeusement, ce qui alarma le chevalier pendant un moment. Cependant, il n'y avait rien à craindre, car tout ce qu'elle semblait vouloir faire, c'était se tenir au bord de la falaise et admirer la belle vue, regardant au loin. La jeune dame était de meilleure humeur que d'habitude, mais le Khan crut pendant un instant voir une lueur de tristesse traverser le visage de Louvi. Marinka arrangeait les cheveux de Louvi avant de finir son apparence en lui mettant un collier, ce que la femme plus grande complimenta pour sa beauté. La nuit arrivée, il était temps pour une célébration. Son père attira l'attention de tous et annonça que ce jour marquait les 14 ans de Louvi, son entrée dans l'âge adulte. Tous acclamèrent et levèrent leurs verres avant de continuer la fête. Des chevaliers pouvaient être vus à toutes les tables de la grande salle de la résidence et le Khan se tenait à côté de l'un d'eux, fixant un grand poulet cuit. Un des majordomes remarqua et demanda à l'homme aux cheveux noirs s'il voulait de la nourriture séparée, ce qu'il confirma, et cela fut fait promptement. Le majordome donna à Lekan le nouvel assiette de nourriture, et Lekan s'excusa pour le dérangement et mangea, se rappelant combien c'était délicieux grâce aux épices abondantes qui équilibraient le plat. Lekan était perdu dans ses pensées, se rappelant qu'il avait cru que Louvi était juste une enfant simple d'esprit, mais il semblait que dans ce monde, les jeunes de 14 ans étaient traités comme des adultes à part entière, ce qui signifiait que le mariage était permis. Ezak s'approcha de Lekan et entama une conversation qui semblait normale au début, même en demandant si Lekan voulait essayer du vin, jusqu'à ce que le chevalier devienne soudain silencieux un moment et demanda s'il pouvait parler avec l'homme aux cheveux noirs. Ils allèrent dans un coin pour parler plus en privé, Ezak expliquant à Lekan qu'il devrait éviter de s'approcher de la bibliothèque pendant un moment, ce qui le confondit jusqu'à ce qu'Ezak explique qu'il y aurait des messagers d'autres maisons nobles qui viendraient féliciter Louvi pour ses 14 ans. Il était connu que personne parmi ces familles nobles n'était aussi compréhensif que la famille de Louvi, et cela causerait des ennuis inutiles s'il trouvait une personne à l'identité floue aux côtés de la jeune dame. Une fille de noblesse est chargée du rôle de lier des relations de sang, et tout le monde serait désespéré d'être vu comme un bon candidat par Louvi, même un peu. Ezak s'excusa pour la requête, et c'était la fin de leur conversation. Le lendemain, Lekan retourna à la chasse plus fréquemment puisqu'il avait moins de contraintes de temps à cause de la protection des gens de la résidence. Il avait chassé des proies précieuses près du manoir et décida d'aller plus profondément dans les montagnes pour essayer de trouver une bête magique redoutable. 16 souhaits se réalisèrent. Un point bleu extrêmement grand pouvait être détecté par le Khan, ce qui était surprenant de par la force exceptionnelle de la réponse. C'était seulement le 3e jour depuis qu'il avait commencé à sortir, donc il croyait avoir de la chance de rencontrer une si rapidement. Lekan sortit rapidement son épée et se cacha derrière une pente pour attendre et se rapprocher quand elle s'approcherait. Après quelques minutes, le point s'agrandit et une grande créature sortit, semblant être un croisement entre une tortue et un porc épic. La créature mangeait un des monstres ressemblant à une abeille que le Khan avait combattu auparavant.
C'était la première fois que le Khan voyait cette bête magique, mesurant 10 pieds de haut et 20 pieds de large, avec une carrure assez robuste, 3 yeux et 6 pattes assez courtes. Le Khan réfléchit à ce qu'il devait faire ensuite, sachant qu'il ne connaissait pas la faiblesse du monstre ni comment l'attaquer, ce qui pourrait causer des ennuis. Il se demanda s'il devait défier cette bête avant qu'elle ne réalise sa présence, mais si le Khan le faisait, il essayerait de trancher le monstre sans effet avant de se faire immédiatement tuer. Ce serait simplement imprudent, amenant l'aventurier aux cheveux noirs à croire qu'il serait préférable de se retirer. Cependant, le Khan marcha sur une branche et fit un peu de bruit. Le monstre leva la tête et les piquants sur son dos se dressèrent, signalant une attaque. Le Khan s'envola dans les airs avec un sort de vent et esquiva chaque attaque de piquant envoyée vers lui. Sa compétence de vent n'était pas faite pour voler, et il semblait qu'il ne serait pas capable de gagner plus de distance, même en utilisant toute sa magie. Soudainement, la rafale de piquant s'arrêta un moment, confondant le Khan jusqu'à ce qu'il réalise que le monstre préparait une attaque de souffle. Il l'esquiva de justesse, mais l'esquiver signifiait qu'il était envoyé au sol. L'air était froid à cause de l'attaque, et le Khan savait que s'il prenait le coup avec son équipement actuel, il serait fichu. Il décida donc de fuir dans la forêt, puisque la bête était un adversaire lent. Le Khan entra dans la forêt dans l'espoir de semer le monstre et réussit à courir sur 100 pieds, se cachant derrière un arbre pour reprendre son souffle jusqu'à ce que la bête déboule à travers les arbres en boule. Le monstre rattrapait lentement le Khan, qui savait qu'il avait besoin d'un plan pour s'échapper avant de remarquer une falaise au loin. Il s'envola sur le côté de celle-ci tandis que le monstre le suivait. Le Khan se leva et se cacha derrière un arbre avant que la bête ne remarque où il était allé, et elle regarda autour dans la confusion avant de s'éloigner lentement. Il était étonné par la force de cette bête magique et sortit quelques pierres magiques pour reconstituer sa magie avant de se rappeler qu'il avait un médicament fourni par la maison Zeidmore qu'il n'avait pas encore essayé. Cependant, lorsqu'il le but, il le cracha presque immédiatement car il avait un goût presque immangeable. Malgré l'avoir bu, cela ne donnait aucun signe de régénération complète et décida de ne pas boire le reste si cela ne le guérissait pas rapidement. Le Khan tenta d'utiliser un médicament de son ancien monde, mais il s'avéra faible également et ne reconstituerait pas sa magie, signifiant qu'il aurait besoin d'un remplacement d'ailleurs. S'il rencontrait à nouveau cette bête magique, il ne serait probablement pas indemne. Il retourna à la maison Zeidmore et remarqua la carriole d'un aristocrate, supposant qu'un invité devait séjourner et était venu pendant qu'il était à la chasse. Cependant, le Khan ne put s'empêcher de remarquer à quel point leur carriole était luxueusement terrible. Quelques jours plus tard, dans la nuit, le Khan sentit quelque chose d'anormal et se réveilla en sursaut, se demandant ce qui se passait. Il y avait un être magique sur le site et il se dirigeait droit vers le bâtiment principal où se trouvaient Louvi et Marinka. Armé de son épée et de son armure, Lucan savait que c'était un envahisseur et se dirigea rapidement vers sa direction pour protéger les gens de la maison. Il courut vers le bâtiment principal de la résidence alors qu'une femme était vue en train d'escalader facilement le côté du bâtiment et de sauter sur le toit. Le Khan savait que cette femme était une assassin habile avant de réaliser qu'elle se dirigeait vers la chambre de Louvi. Il savait qu'il n'arriverait pas à temps s'il utilisait les escaliers et utilisa rapidement son pouvoir de vent pour s'envoler sur le toit, tandis que l'assassin utilisait une corde pour se suspendre depuis le toit et se tenir devant la fenêtre de la chambre de Louvi. Louvi était dans un sommeil profond et la femme essayait d'ouvrir la fenêtre avec un poignard, mais le Khan était plus rapide et sauta pour décapiter cet assassin avant qu'elle ne puisse réagir. Tandis que l'assassin morte tombait au sol, le Khan attrapa la corde et regarda par la fenêtre la jeune fille endormie, soupirant de soulagement de la voir encore en sécurité. Le père de Louvi et Ezak avaient des expressions sombres en regardant le corps de l'assassin. Le patriarche Zanji Kael était déçu de lui-même d'avoir été si naïf, ne mettant qu'une garde de nuit devant la chambre de sa fille, au lieu d'ailleurs. Zanji Kael dit que Louvi devait se marier dans la famille Shaddresta, une famille noble liée à la famille royale. Il s'attendait à des interférences puisque Louvi était de la noblesse rurale et deviendrait la reine de leur prochain patriarche, mais il n'imaginait pas qu'un assassin serait envoyé pour la tuer. Ezak se demanda s'il aurait été possible de capturer la femme sans la tuer, mais Anol soutenait le Khan, expliquant que l'assassin aurait probablement choisi la mort si capturé et aurait refusé d'avouer quoi que ce soit. De plus, même s'il connaissait le commanditaire, il n'y aurait rien qu'il pourrait faire maintenant, et il valait mieux ne pas savoir. Le père de Louvi se demanda comment le Khan avait pu escalader un mur et tuer les assassins si rapidement, mais le Khan garda le silence sur ses pouvoirs, que Zanji Kael décida de ne pas questionner. Il remercia le Khan pour ses efforts et lui demanda de continuer à protéger sa fille, ce à quoi le Khan s'inclina et accepta. Une autre nuit, un autre assassin tenta de tuer Louvi.
Il sauta par-dessus le mur de briques et tenait son arbalète jusqu'à ce que le Khan bondisse et tranche à travers sa tête. C'était le 4e assassin qui avait tenté de venir tuer Louvi, ce qui épuisait presque le Khan à la seule pensée, tant l'ennemi semblait persévérant. Jusqu'à ce que le mariage de Louviana Fel se termine en toute sécurité, il ne pourrait pas s'éloigner de là. Le lendemain, le Khan discutait avec la jeune fille de sa ville natale et de tout sur lui, l'appelant la Envie. La Envie était le nom donné aux personnes rares venant d'un autre monde, et il était dit que ces personnes possédaient un pouvoir exceptionnel. En d'autres termes, c'était juste une légende, mais Louvi croyait que le Khan était vraiment l'un de ces gens. La vieille femme essaya d'attirer l'attention de Louvi, lui disant qu'il était temps pour ses autres rendez-vous, décevant la jeune fille à cette pensée. Les Khan étaient sur le point de partir, jusqu'à ce que la jeune fille lui demande d'attendre et lui demande de lui montrer le joyau rouge sur sa poitrine, ce qui le choqua grandement car il essayait de s'assurer que personne ne puisse voir le joyau. Marinka tendit une assiette où le Khan plaça le joyau et Louvi l'admira avant de retirer son propre collier et de dire à la femme plus grande de le donner à le Khan. La vieille servante était alarmée par cette action et essaya d'avertir Louvi de ne pas faire ça, mais la jeune fille insista. Le Khan commença à transpirer de panique à cause de l'échange qui se déroulait, sachant que le joyau rouge était extrêmement important pour lui. Cependant, il ne pouvait pas rejeter l'échange, sinon Louvi serait humiliée, même si elle ne savait pas que le joyau était la preuve de la vie que le Khan avait vécue. Mettant une main sur sa poitrine, son corps sembla bouger de lui-même alors qu'il s'inclinait et acceptait l'échange, se surprenant lui-même tandis que la jeune fille souriait chaleureusement. Le Khan s'éloigna et quitta la pièce, marchant dans le couloir en se demandant pourquoi il avait fini par consentir à donner le joyau à la fille. Il décida de rejeter ses pensées et sentiments puisqu'il allait bientôt quitter la propriété et pourrait s'éclipser juste avant les préparatifs du mariage. Louvi pourrait devenir triste, mais avec le temps, elle oublierait probablement le loup errant. Cependant, le Khan apprendrait bientôt qu'il n'y avait aucune opportunité pour lui. Louvi allait bientôt terminer ses préparatifs et avait augmenté le nombre de personnes en garde de nuit avant le jour où, 2 jours plus tard, Louvi partit avec ses beaux-parents dans une ville lointaine pour se marier. Le Khan était assis à côté d'un arbre, fixant au loin un champ de légumes. Un homme s'approcha de l'aventurier aux cheveux noirs, le taquinant pour avoir fixé les légumes et lui demandant si c'était amusant. Le Khan salua cet homme, morda et mâcha une feuille de grifle que Morda lui avait apportée. Ils s'assirent tous les deux, regardant au loin en silence, avant que Morda ne rompe le silence, en disant qu'il avait remarqué que les chevaliers ne s'entraînaient pas récemment et demanda à le Khan s'il s'était passé quelque chose. Le Khan admit qu'il n'avait aucune motivation, mais Morda pensait qu'il semblait que le Khan n'avait aucune énergie, tout comme les autres résidents depuis que Louvi était parti se marier, rendant les choses solitaires. Cela amena le Khan à se perdre dans ses pensées, se souvenant de sa solitude dans son ancien monde avant que Louvi ne lui donne une place d'appartenance dans ce monde. Au moins, il voulait rembourser cette gentillesse et quitter la résidence. Mais que pouvait-il faire? Jusqu'à ce qu'il se souvienne de la bête magique avec laquelle il avait eu des ennuis il y a quelques jours et sut que les autres chevaliers ne pouvaient pas la gérer. Ce qu'il pouvait faire, c'était combattre et rembourser la gentillesse de Louvi par le combat. Il retourna se changer et chercha une nouvelle arme, mais ne trouva pas d'arme ressemblant à une lance conçue pour de grandes bêtes. Pour l'instant, il allait essayer de combattre le monstre une fois de plus et confirmer les capacités de son adversaire avant toute autre chose. Le Khan se rendit dans la même forêt et se retrouva dans la même situation où la bête roulait vers lui. Il utilisa son pouvoir de vent pour l'esquiver et la faire s'écraser contre un arbre, car elle ne pouvait pas changer de direction brusquement. Le monstre se leva et chercha le Khan jusqu'à ce qu'il saute de l'air et tente de trancher le haut de la tête de la bête. Cependant, cela ne l'agriffa pas sérieusement et il devint évident l'incroyable dureté et flexibilité de la bête. Elle se retourna et tenta une attaque de souffle avant d'utiliser rapidement ses aiguilles, qui frappèrent le Khan et détruisirent l'arme à son côté. Il devait s'éloigner de la bête et utilisa plusieurs fois son pouvoir de vent pour s'échapper, tandis que la bête rugissait de colère. Le Khan était complètement épuisé et entra dans sa hutte, tombant sur le lit avec un grognement et un soupir après avoir jeté son manteau. Il fut choqué de voir la bête utiliser une combinaison d'attaques de souffle et d'aiguilles contre lui, ce qui aurait été sa perte s'il n'avait pas eu une potion magique de haut grade sur lui. Les potions étaient aussi un problème qui donnait mal à la tête à le Khan. Il avait beaucoup de potions magiques de moyenne qualité, mais il ne comprenait pas complètement les plantes et les matières premières et comment les utiliser correctement. De toute façon, le Khan devait trouver un docteur et apprendre la bonne méthode de production pour commencer à fabriquer des potions de qualité lui-même. Malgré tout, il semblait que le combat de ce jour avait été précieux, même s'il n'avait pas pu vaincre complètement la bête,
il avait pu comprendre son étendue de pouvoir et comment éventuellement y faire face plus tard. Mais le problème était comment l'attaquer. Il y avait une partie exposée du cou avant les épines, mais elle était extrêmement dure et durable. Les Khan pensaient qu'il aurait dû viser les yeux lors de son attaque surprise, mais il était peu probable qu'il puisse frapper à la même ouverture une deuxième fois. Si la faiblesse était proche de la gorge, cela serait trop dangereux, même avec une arme adéquate. Le Khan réfléchissait à la façon dont Bod serait compatible avec un tel ennemi. Les Khan allaient de nouveau combattre la bête bientôt et trouver un moyen de s'échapper, sachant que plus il attendait, plus il serait difficile de la vaincre. Encore une fois, une autre tentative de combattre cette bête. Les Khan cherchaient le monstre et remarqua rapidement qu'il était recroquevillé et endormi à proximité, donnant une autre chance à l'aventurier aux cheveux noirs. Les Khan regarda le collier que Louvi lui avait donné et commença à croire qu'il y avait peut-être des avantages à cause de cela. Il s'approcha lentement du monstre et sortit sa lame, se demandant où viser, et décida rapidement que ce serait le troisième œil et qu'il gagnerait l'avantage une fois détruit. Les Khan bondit de sa cachette et visa l'œil, mais le monstre se réveilla immédiatement et s'éloigna du chemin de l'âne. Cependant, cette fois, il réussit à percer la peau du monstre, ce qui le confondit car c'était le même endroit qu'il avait frappé auparavant. Alors, qu'est-ce qui était différent cette fois? En tranchant le côté de la tête de la bête, celle-ci rugit et essaya de mordre le Khan, jusqu'à ce qu'il bondisse en arrière avant qu'elle ne puisse le faire. Les Khan réalisa ce qui avait pu changer et regarda le bijou que Louvi lui avait donné, pensant qu'il pouvait avoir amplifié sa capacité offensive. Il essaya de se défaire de l'idée, mais quelle qu'en soit la vraie raison, il était certain que le Khan pouvait couper cette chose et la vaincre. Le monstre se retourna comme s'il allait s'enfuir, jusqu'à ce qu'il utilise soudainement ses aiguilles, signifiant qu'il était à court de munitions à l'avant. À cause de cela, le Khan allait leurrer son chemin et le forcer à lui faire face, même s'il allait bientôt utiliser une attaque de souffle sur lui. Il put la prendre de front avec sa peau d'ours roi, et la bête décida de rouler une fois de plus vers le Khan. Avant, il était difficile d'échapper à son attaque de roulement dans la forêt, mais maintenant qu'ils étaient dans une zone rocheuse, il sauta de côté, ce qui fit trébucher la bête en essayant de tourner contre le sol rocheux. Cela donna à Lecan l'opportunité de charger et de trancher à travers sa mâchoire, tuant finalement officiellement la bête. Un dernier soupir et une révérence de respect pour avoir tué cette créature, Lecan savait qu'avec cela, il pouvait partir sans réserve et commencer sa nouvelle aventure. Les Khan parcouraient les terres avant de s'arrêter près d'un pont et de s'asseoir à un feu à côté, mangeant du poisson frit, jusqu'à ce que quelques hommes s'approchent de lui. Ils lui demandèrent s'il était un aventurier, ce à quoi le Khan confirma, les incitant à lui demander un service et de faire quelque chose à propos d'une créature qui les dérangeait, un zag. Il ne savait pas ce qu'était un zag, ce qui surprit les villageois, jusqu'à ce qu'il invente un demi-mensonge sur le fait qu'il venait du nord et ne connaissait pas la langue du pays. Un zag était un type de fantôme différent d'une bête magique, car ce n'était pas une créature vivante et était considéré comme un esprit qui se générait spontanément dans les forêts et les labyrinthes, leur apparence ressemblant à celle d'un humain mais sans yeux et avec des cornes qui poussaient. Les Khan apprit que le village avait un enfant disparu, et la famille de l'enfant disparu était partie à sa recherche jusqu'à ce que la mère soit attaquée et que le père réussisse à s'échapper, racontant à tout le monde que c'était un zag. La récompense n'était qu'un pépite d'argent, mais les Khan décida que cela en valait la peine, car tout ce dont il avait besoin étaient des informations sur le monde et de l'expérience. Il accepta la demande à condition que les villageois fournissent des repas et un endroit pour dormir la nuit, ce qu'ils acceptèrent. Ils lui fournirent une vieille étable, très différente de la demeure Zeidmore, mais qui, espérait-il, le protégerait de la pluie et de la rosée. Les Ors, avec Ezak, lui souhaitèrent un joyeux adieu et lui dirent de garder le secret d'être un La Envie pour un moment, lui offrant un cadeau de départ de beaucoup d'argent pour son voyage. Une fois le jour arrivé, un des villageois conduisit le Khan dans la forêt jusqu'à l'endroit de l'attaque, étonnamment pas loin du village lui-même. L'homme au chapeau allait partir jusqu'à ce que le Khan l'arrête, disant qu'il sentait que le fantôme était probablement dans un rayon de 300 mètres et qu'il serait dangereux pour l'homme de partir seul. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent et trouvèrent une créature assise près d'un arbre. Le Khan s'approcha et elle se retourna et se dressa, révélant sa forme inquiétante et restant immobile avant de se jeter soudainement sur l'aventurier aux cheveux noirs, brisant des arbres sur son passage. Il savait qu'elle était très forte, mais que le monstre avait une faible intelligence et des mouvements lents, ce qui signifiait qu'elle ne serait pas une cible difficile. En un mouvement rapide, la tête du monstre fut coupée et la bataille terminée. Ils revinrent au village, et le Khan s'excusa de ne pas avoir pu ramener de pierres magiques pour le village, mais les villageois étaient plus choqués du fait que le Khan avait vaincu le zag. Une pépite d'argent fut donnée à le Khan
et il demanda s'il y avait de bons médecins aux alentours, à quoi un des vieux hommes répondit qu'il y en avait un dans la ville de Volker. Le Khan partit rapidement et se rendit à la ville suivante, entrant dans une taverne pour trouver con. Alors qu'il mangeait ses brochettes, un vieil homme entra dans la taverne animée. Ce dernier capta son attention et lui demanda s'il était disponible pour un travail d'escorte, accompagnant une carriole pendant 4 jours jusqu'à Volker pour tonnes pépites d'argent. La mention de Volker capta l'attention de Lekan et il accepta rapidement le travail, payant sa note avant de suivre le vieil homme dehors. Ce vieil homme, nommé Eifen, et le convoyeur, Sheini, mentionnèrent qu'il y avait une autre personne escortant la carriole. Une femme sortit soudainement de la carriole et se présenta comme Eda, disant qu'elle était de classe or. Mais Lekan était concentré sur le fait que cette fille semblait avoir le même âge que Louvi et ne ressemblait pas du tout à une aventurière. Lekan lui demanda des informations sur ses classes et organisations, à quoi Eifen commença à expliquer. Une classe était attribuée à un aventurier en fonction de ses capacités, afin de faciliter leur travail, et l'enregistrement était quelque chose que Lekan pourrait faire à Volker. Il se préparait maintenant à partir bientôt, et Cheni dit à Eda de descendre de la carriole et de marcher, ce qui la confondit car elle pouvait voir plus loin, mais Lekan savait qu'elle ne faisait que rendre la carriole plus lourde. Il pensait qu'elle était une novice inutile. Cependant, elle avait une bonne quantité de magie. Non seulement cette fille avait quelque chose en elle, mais le client que Eifen et Sheini escortaient avait aussi quelque chose de spécial. Lekan dit à tout le monde qu'il allait décider des rangs et être celui en tête de la carriole, mais Eda voulait prendre la tête. L'homme aux cheveux noirs ne s'opposa pas au désir, mais il lui rappela que lors d'une attaque, la personne à l'avant serait ciblée en premier. Cela fit trébucher Eda dans sa célébration, mais elle essaya de garder sa contenance et dit qu'elle lui rendait service s'il devait échanger et le faire prendre le crédit. Tout le monde se mit alors en route pour le voyage, et bientôt le soleil se coucha et la nuit tomba rapidement. Mais les gens dans la carriole étaient préparés avec un outil magique qui brillait plus qu'une bougie ou une torche. Shani dit à Eifen qu'il était temps de monter le camp, et tout le monde partit chercher du bois de chauffage et d'autres matériaux. Le convoyeur complimenta Lekan pour sa capacité à maintenir son rythme tout le temps en menant la carriole, mais Lekan ne répondit pas et continua simplement à aider à monter le camp. Il remarqua Sheini en train de mettre en place une sorte de lumière, qu'il demanda si c'était pour éloigner les mauvais esprits, car cela lui semblait similaire à ce type de magie. Lekan avait déjà vu le feu être fait en utilisant un autre outil magique, ce qui le fit se demander si toutes ces choses étaient des objets courants à Volker. Alors il a commencé à préparer un repas pour tout le monde. Les deux hommes se demandèrent ce qu'ils allaient faire de la jeune fille avec eux et si elle allait les rattraper après s'être souvenue de son travail. Lekan trouva la remarque dure, même si elle était vraie, se rappelant comment Eda ne pouvait plus rattraper la carriole après leur 3e pause. Il pouvait sentir la fille au loin et supposait qu'elle avait heurté un arbre en chemin. Mais ses pensées furent interrompues par Eifen lui demandant d'aller chercher Eda avant que le repas ne soit terminé. Lekan était un peu réticent à l'idée de devoir laisser le client derrière pour une escorte, mais ils insistèrent sur le fait que cela irait probablement bien. Sheini se demanda s'il aurait besoin d'une torche pendant son trajet, mais l'aventurier aux cheveux noirs assura que cela irait bien, car la lumière des étoiles était suffisante. Cependant, alors que Lekan s'éloignait du camp, il sentit que quelque chose n'allait pas, et décida d'utiliser quelques pierres magiques pour utiliser son pouvoir de vent et aller rapidement trouver Eda et revenir le plus vite possible. Pendant ce temps, les hommes étaient assis près du repas, encore en train de mijoter, jusqu'à ce que les chevaux commencent à s'agiter. Eifen, alarmé, décida de vérifier l'état des chevaux jusqu'à ce qu'il voit des yeux brillants dans l'obscurité, le terrifiant un instant avant qu'il ne soit confus par la rapidité avec laquelle Tin était revenu avec Eda. La jeune fille sentit la nourriture et se réveilla immédiatement, s'excusant auprès des autres et expliquant comment elle semblait avoir heurté sa tête contre un arbre et s'être évanouie. Bientôt, tout le monde s'endormit après le dîner, mais Lekan ne pouvait s'empêcher de rester éveillé, même si l'aube approchait. La protection contre les esprits maléfiques était efficace pour éloigner toute chose étrange du camp, mais Lekan savait que quelque chose n'allait pas. Il avait senti un grand nombre de bêtes magiques se rassembler autour du bord de la protection, un nombre qui était presque de 200. L'aube arriva et Lekan alla réveiller Eda, non pour manger, mais plutôt pour partir immédiatement, ce qui la confondit. Cependant, elle fut convaincue lorsqu'il lui dit que 200 bêtes magiques se rapprochaient. Sheini était déçu que sa tentative d'éloigner les bêtes magiques ait en fait l'effet inverse en les rassemblant. Il pensait qu'il devrait migrer tant que la protection contre les esprits maléfiques était encore active, mais Lekan était contre cette idée car cela attirerait probablement un grand nombre de bêtes magiques vers la ville, la détruisant.
Il suggéra qu'il garde simplement la protection activée pour la sécurité, mais qu'il gère le problème une fois parti. Eda se demanda ce qu'ils allaient faire pour la nourriture, mais Lekan lui dit que tout le monde pourrait remplir son estomac avec des conserves pendant leur migration. Et ils partirent, se préparant à ceux qui allaient arriver. Une fois sortis de la forêt, de nombreuses bêtes surgirent des arbres. Eda était alarmé, mais Aifen était confus de voir que le nombre semblait être inférieur à ce que Lekan leur avait dit. L'aventurier aux cheveux noirs expliqua que cela était probablement dû au fait que les autres n'avaient pas voulu quitter les montagnes. La jeune fille suggéra qu'il pourrait laisser la garnison de Volker s'occuper des bêtes, mais les hommes dans la carriole étaient contre l'idée, car il y avait un village sur le chemin qui serait anéanti. Le Khan observa les monstres sortis et ne vit que des bêtes magiques de niveau inférieur, similaires à des bêtes sauvages ordinaires, ne ressentant même pas de monstres avec un pouvoir magique exceptionnel. À cause de cette observation, le Khan demanda à Eda de protéger la carriole et courut vers les bêtes, les balayant toutes sans problème. Un salut de respect plus tard, le Khan revint vers les autres et leur dit qu'il était possible de désactiver la magie de protection. Tout le monde était émerveillé par ses compétences, et Eda essaya de lui poser de nombreuses questions sur son identité, la plupart restant sans réponse, jusqu'à ce qu'elle lui demande à propos de son anneau, le faisant fixer celui-ci tout en confirmant qu'il en portait. Ils continuèrent leur voyage et firent une autre pause le 3e jour, Eda se plaignant des singes rouges qui les suivaient. Lekan dit à la jeune fille que c'était à cause de son écharpe qu'il la ciblait probablement, car elle se démarquait pour les bêtes magiques. Aifen et Cheney remercièrent le garçon pour son aide, même s'il restait encore un peu de voyage. Eda se joignit à eux pour leur dire qu'ils pouvaient être tranquilles. Alors qu'ils continuaient, le Khan leur dit de s'arrêter et de se préparer, car ils sentaient 4 personnes devant eux, probablement cachées pour les embusquer. Eda croyait que c'était son moment de briller. Cependant, le Khan n'avait pas beaucoup de foi en elle, car elle n'avait même pas réussi à toucher les singes la nuit précédente. Il l'entendit mentionner son manque de capacité à utiliser son arc la nuit, ce qui le confondit, car il demanda si elle ne pouvait pas utiliser la magie, à quoi Eda était également confuse, et lui dit d'arrêter de se moquer d'elle. Ils continuèrent plus loin sur le chemin et se rapprochèrent de l'endroit où les personnes étaient probablement cachées. Lekan demanda à Aifen de ne pas bouger la carriole jusqu'à ce qu'il donne le signal, et dit à Eda d'être prête, mais de ne pas tirer. Il s'éloigna et trouva où les 4 personnes étaient cachées, impressionné par leur compétence à effacer leur présence et connaissant le timing de l'arrivée de la carriole. Lekan chargea l'un d'eux, l'utilisant comme bouclier pour la personne qui tira une flèche sur lui avant que Lekan ne tranche cet archer et se retourne pour utiliser sa compétence de vent et bondir sur l'autre archer pour le tuer. Il ne restait qu'un homme avec un pistolet, un outil magique qui devait être traité immédiatement. Lekan utilisa sa compétence de vent pour dévier la trajectoire du pistolet afin de l'esquiver. Mais il y eut une grande explosion qui attira l'attention des autres, les inquiétant et les amenant à venir voir. Ils arrivèrent tous pour voir ce qui s'était passé, ce qui le confondit, mais sa confusion fut balayée par eux demandant ce qui s'était passé et s'il allait bien. Le Khan les rassura qu'il allait bien et que l'explosion venait d'un outil magique. Les autres se demandèrent quoi faire des bandits, mais Aifen dit qu'il suffisait de se dépêcher en avant. Eda sauta de la carriole lorsqu'elle apprit que les bandits avaient le même badge d'aventurier de classe qu'elle, ce qui la mit en colère jusqu'à ce que les 2 hommes disent qu'ils n'étaient probablement pas à eux de toute façon. Ils décidèrent finalement de continuer leur chemin et d'essayer d'atteindre la ville de Volker alors que le soleil commençait à se coucher. Aifen quitta la route et confondit Cheney jusqu'à ce que le vieil homme explique qu'il était probablement bon de purifier son corps au lit de la rivière. Tout le monde se rafraîchissait à la rivière et le vieil homme se retourna, confus de voir que Cheney ne venait pas, jusqu'à ce que Cheney explique qu'il ne voulait pas lâcher une boîte en bois qu'il tenait. Aifen réfléchit un instant avant d'utiliser soudainement un sort de sommeil pour faire s'endormir Lekan et Eda, puis il sortit un pistolet pointé vers Cheney. Il se sentit confus et trahi, se demandant pourquoi son ami de 5 ans s'était soudainement retourné contre lui. Mais Aifen, non. Le vieil homme révéla son identité comme étant Maracus, un homme qui aurait dû être exécuté il y a longtemps, mais un homme nommé Zak Zikars l'avait apparemment sauvé. Maracus décida qu'il avait trop parlé et était prêt à tirer sur Cheney. Cependant, Cheney n'était pas alarmé car le Khan avait déjà la situation sous contrôle. Le vieil homme essaya de se retourner pour utiliser son arme jusqu'à ce que le Khan lui coupe le bras et que Maracus se demande pourquoi le sort n'avait pas fonctionné. Le Khan ne révéla pas le secret et procéda à tuer le vieil homme, déçu d'avoir commis de nombreuses erreurs, comme de révéler son propre secret lors d'une victoire proclamée. Finalement, tout le monde arriva dans la ville de Volker et le Khan put enfin se reposer. Il se leva pour s'habiller et descendit les escaliers pour prendre son petit déjeuner, froissant Eda en ne s'asseyant pas à côté d'elle. À midi,
Chéni arriva au logement pour une réunion avec Lecan et Eda. La jeune fille reçut 2 pépites d'argent comme récompense, ce qui la confondit car on lui avait dit que ce seraient 5. L'homme lui demanda de montrer sa médaille d'aventurier et, en la retournant, il vit que le nom gravé était Edidel. Il dit que cela sonnait comme un nom de garçon et demanda son âge, car la promotion pour la classe d'argent sur la médaille avait eu lieu il y a 18 ans. Eda commença à paniquer à l'idée que sa couverture était percée et tenta de s'enfuir, mais Lecan la saisit et lui dit de s'asseoir. Chéni avertit la jeune fille que se faire passer pour un autre aventurier était un crime sérieux et l'empêcherait de s'enregistrer sous son propre nom, même si la médaille qu'elle possédait était celle de son père. Il décida de fermer les yeux cette fois, par respect pour son père, mais dit à Eda de ne pas recommencer, ce qu'elle comprit. Après le départ d'Eda, Chéni donna à Lecan sa récompense, une pépite d'or. Lecan était confus et dit que c'était trop, mais Chéni insista en raison de la valeur du travail de Lecan et mentionna son intérêt à établir une relation favorable avec lui. Lecan décida de l'accepter, mais changea de sujet et demanda s'il pouvait être présenté à un médecin compétent, car il voulait apprendre à fabriquer des médicaments. Chéni pensa à quelqu'un, mais avertit que cette personne était difficile à aborder et même à rencontrer en personne. Lecan devait attendre quelques jours pendant que Chéni organisait cela. Quelques jours plus tard, la rencontre eut lieu. Lecan reçut une carte d'une ruelle obscure. Lorsqu'il arriva, il sentit une énorme quantité de pouvoir magique, peut-être même plus qu'un maître de labyrinthe à grande échelle. Il entra et vit une petite bâtisse en bois. Poussant une barrière en bois et se faufilant autour des ombres des haies vers une entrée, il arriva à une porte et fut invité à entrer. Il vit un singe, ce qui le confondit un instant, jusqu'à ce que la même voix le guide vers une autre pièce. Là, une vieille dame assise dans une chaise en bois se présenta comme Sheila et son singe comme Jericho. Lecan était déconcerté par l'existence même de cette femme, ses yeux voyant une femme âgée, tandis que son capteur d'objets 3D la voyait sous la forme d'une jeune femme. 6 pensées furent interrompues lorsqu'il s'assit et fut remercié par Sheila pour avoir protégé Chéni. Elle changea rapidement de sujet pour celui pour lequel Lecan était là, apprendre les techniques d'un médecin. Sheila lui demanda de lui montrer le médicament qu'il avait fabriqué, plaisantant sur l'endroit où elle pourrait les acheter. Elle fut impressionnée par la qualité du médicament avec des ingrédients qu'elle n'avait jamais vus, faisant se demander à Lecan s'il en avait trop révélé. Soudain, Sheila lui dit qu'elle voulait qu'il passe un examen pour mesurer s'il avait la débrouillardise et l'endurance pour devenir son apprenti. Son premier pas était de se rendre à l'association des aventuriers et de prendre la commission du ministère, ce qu'il fit sans question et entra dans le bâtiment pour parler avec une femme. Cette femme, se présentant comme Eda, semblait avoir entendu parler de lui par Chéni et demanda s'il venait s'enregistrer. Après de nombreuses questions générales, Lecan était maintenant enregistré comme aventurier de classe cuivre de l'association des aventuriers de Volker et sa médaille d'aventurier serait prête à être récupérée le lendemain. Il demanda une commission du ministère et Eda lui expliqua de faire une demande directe à l'accueil, expliquant qu'une commission du ministère était un système d'aide où la récompense était déduite des taxes pour aider les personnes sans argent. Si on accumulait de l'expérience à travers cela, cela pouvait facilement faire monter une personne en classe. Lecan comprit et demanda que cela soit préparé pour la prochaine fois quand il viendrait chercher sa médaille. Le lendemain, la première tâche de Lecan était de nettoyer les pierres du jardin écroulées d'un vieil homme en une journée, ce qui déconcerta l'aventurier aux cheveux noirs par une tâche si impossible. Le vieil homme expliqua que cela était dû à un tremblement de terre survenu il y a plusieurs années qui avait également détruit le champ et la petite maison à proximité. C'était sa 12e demande pour qu'une commission du ministère soit émise, mais il n'avait pas encore eu quelqu'un, probablement un utilisateur de magie puissant, qui pouvait réellement la réparer. Lecan savait que c'était un petit miracle que le vieil homme attendait, mais il allait le faire, retroussant ses manches et procédant à soulever la lourde pierre avec ses 2 bras, faisant un travail manuel lourd pour une pièce de cuivre, un travail que beaucoup de gens avaient jusqu'à présent ignoré. Il se demanda quels seraient les critères pour réussir l'examen de Sheila, mais la vieille femme lui dit qu'elle serait la juge de quand ce serait suffisant. Lecan a eu du mal à déplacer toutes les pierres du jardin, ayant enlevé sa chemise pour faciliter le travail. Le vieil homme, ébahi, observait Lecan ranger les pierres. Il avait terminé le travail et dit au vieil homme que la maison et les champs pourraient maintenant être reconstruits avec les pierres enlevées. Il tendit ses mains calleuses pour recevoir la pièce pour avoir complété la demande. Lecan retourna à l'association des aventuriers et Hera dit qu'il lui avait fallu fourjour au lieu d'un, mais elle laissa passer et lui donna la prochaine tâche. Cependant, il hésita, car la suivante n'était pas un travail de main-d'œuvre, mais une mission où il devait jouer.
Le Khan demanda à la faire le lendemain et partit rapidement dans la forêt pour se changer les idées en tuant les bêtes magiques qu'il rencontrait. L'aventurier aux cheveux noirs était épuisé de tout et aspirait à retourner dans un labyrinthe, car c'était ce qui avait constitué sa vie auparavant, ce qui le fit s'asseoir et réfléchir à ce qui, de son passé, pourrait l'aider pour sa prochaine demande. Le lendemain, à l'orphelinat de l'église, tous les enfants regardèrent le Khan avec des expressions horrifiées, commençant à pleurer quand il se présenta avec un sourire apparemment maléfique. Les Khan ne s'y attendaient pas, mais il avait un plan. Bientôt, la demande semblait être complétée, et Hera était ravie d'entendre que l'orphelinat avait demandé que les Khan reviennent une autre fois. La femme fut surprise de voir à quel point cela s'était bien passé, considérant qu'il était contre l'idée, mais il expliqua qu'il y avait un indice dans les labyrinthes qu'il avait traversés. Les garçons semblaient être similaires à la façon dont les bêtes magiques Senge-like fonctionnaient, et les filles semblaient être similaires à la façon dont les bêtes magiques Crab-like fonctionnaient, donnant à Lycan des idées sur comment traiter et aider les enfants à s'amuser. Lycan demanda à Hera quelle était la prochaine demande, mais elle lui dit que Sheila lui avait dit de lui dire qu'il avait réussi l'examen. Cela le surprit par l'aspect anticlimactique de la situation, car il s'attendait à ce que cela continue pendant quelques jours de plus, mais il était quand même content de l'entendre. Il était sur le point de quitter le bâtiment jusqu'à ce qu'Hera l'appelle pour son attention sur une dernière demande à faire. C'était une demande étrange d'un homme nommé Doni, dans le village de Lumois, qui était un dresseur de bêtes magiques célèbre. Lycan l'accepta sans question et se dirigea vers le village. Arrivé à la résidence de la personne, il demanda s'il était le Doni de la demande. L'étranger confirma son identité et Lycan se présenta comme le candidat pour la demande de promener une bête magique. Un Senge-like nommé Palédo sauta de l'arbre au-dessus de Doni, qui dit à la bête de saluer l'invité et commença à murmurer un commandement magique pour contrôler les actions de Palédo avant de dire à le Khan qu'il devait simplement promener le singe dans la forêt de l'autre côté jusqu'au soir. Cela rendit le Khan méfiant de la facilité de la quête, car la récompense était une grande pièce d'argent, mais Doni insista sur le fait que la difficulté était que le Khan devait aussi transporter une grande quantité de nourriture pour le singe. Lycan se dirigea vers la forêt avec Palédo et s'assit pour regarder le singe faire ce qu'il voulait. Mais il commença à être confus sur le fait que Palédo ne bougeait pas sans but, ce qui amena l'aventurier aux cheveux noirs à s'approcher, menaçant du singe, le rendant immédiatement soumis. C'est alors que le Khan comprit ce qui se passait et retourna quand le soleil commença à se coucher. Doni ne semblait pas satisfait et dit qu'il ne remettrait pas la pièce jusqu'à ce que Lycan fasse la même tâche le lendemain. L'aventurier aux cheveux noirs demanda si la vraie raison était qu'il n'avait pas laissé Palédo s'enfuir, et Doni fut surpris que Lycan l'ait compris et ait pu ramener le singe malgré les efforts de Doni. La raison pour laquelle Doni essayait de faire fuir le singe était qu'autrefois, beaucoup de gens à Volker faisaient combattre leurs gibbons contre un loup de Bart's village. Mais les loups gagnaient toujours, ce qui inquiétait Doni pour la sécurité de Palédo après que le seigneur féodal ait voulu raviver la tradition. Lycan pensait que Doni faisait une erreur malgré ses raisons, expliquant qu'une bête magique ne serait probablement pas heureuse qu'on lui dise qu'elle ne pouvait pas combattre. Il rappela à Doni la connexion qu'il avait avec Padou et le dresseur de bêtes se tourna vers le singe pour lui demander s'il combattrait pour lui, ce qui fit immédiatement s'enflammer le singe pour le combat. Lycan dit à Doni d'envoyer une autre demande à l'association, une liée à l'entraînement au combat pour une bête magique, car Lycan voulait entraîner le singe lui-même, du moins c'est ce qu'il avait dit à Sheila. Il entraîna le singe pendant tant de jours, même s'il n'a pas pu voir le match à la fin, ayant pleine confiance que Palo aurait gagné, ce qu'il fit. Malgré la victoire de Doni, l'homme a encore essayé de plaider que le loup était plus adapté pour la défense afin de garder les gibbons en sécurité et de continuer à être des aides pour les faibles. Les opposants n'étaient pas trop contents et insistaient sur une revanche dans Tennant, mais il était probable que Doni soit maintenant inondé de demandes pour son entraînement. Le sujet a maintenant changé pour l'apprentissage, quelque chose que Lycan attendait avec impatience, demandant confirmation malgré ce qu'il avait entendu à l'association, à quoi Sheila a rapidement confirmé que c'était la vérité. Sheila a dit à Lycan qu'il devait sortir et ramasser des herbes médicinales autour de Volker, l'une des raisons pour lesquelles elle s'était installée là-bas. Ils arrivèrent au même lit de rivière où la véritable identité de Maracus avait été révélée. Cependant, une jeune femme vint à la place d'une personne âgée. Lycan n'était ni alarmé ni confus, car il savait que cette femme était toujours Sheila. Comme il expliquait sa capacité à la voir sous deux formes en même temps, elle lui dit qu'il était plus pratique pour elle de quitter la ville sous cette apparence, et les deux partirent rapidement. La femme était bien plus rapide que Lycan, le déconcertant puisqu'elle lui avait dit de la suivre. Il tenta de la rattraper aussi vite qu'il le pouvait, et ils finirent dans une partie de la forêt où la végétation était abondante.
Sheila demanda au garçon pourquoi il avait du mal avec les pierres du jardin et pourquoi il n'était pas venu acheter de la médecine de restauration de l'endurance, le confondant jusqu'à ce qu'une femme confirme que Lekan était un La Envy. Cela assombrit l'expression de Lekan alors qu'il fixait Sheila jusqu'à ce qu'elle explique qu'elle le savait à cause de Cheney le suspectant. Il savait qu'il devait mieux garder son identité secrète au KS où il y aurait une personne qu'il ne voudrait pas qu'elle soit au courant, car cela pourrait probablement causer du danger à l'avenir. Lekan parcourut la zone pour collecter des herbes et apprit lesquelles étaient comestibles, lesquelles étaient toxiques et lesquelles perdraient leur efficacité si elles étaient mal manipulées. À un moment donné, elle lui donna un sac contenant une boîte. La boîte était un vide presque infini pour garder beaucoup de choses sans ressentir le poids des objets à l'intérieur. Lekan expliqua qu'il avait quelque chose de similaire, demandant si un tel pouvoir pouvait être attaché aux humains avant de sortir une lame de son propre ventre, provoquant le choc de Sheila. Il n'était pas sûr des limites de son stockage, mais il pouvait stocker plus que ceux que Sheila avait jamais vus dans son monde, avertissant le garçon de ne pas se faire exploiter à cause de son aptitude. Ils continuèrent à rassembler plus d'herbes, et la nuit arriva, ce qui signifiait qu'il était temps de dîner. Sheila utilisa un petit sort pour manifester une lumière dans l'air sans chanter quoi que ce soit, ce qui impressionna Lekan puisqu'il n'était pas capable de faire de tels exploits. La femme lui dit qu'il avait assez de pouvoir magique pour le faire et qu'il avait probablement juste besoin de s'entraîner pour l'acquérir. Elle demanda comment il avait acquis la magie dans son propre monde et Lekan expliqua que c'était une capacité rare obtenue dans son ancien monde en battant des bêtes magiques et ce n'était pas quelque chose qu'on choisissait souvent, surtout lorsqu'on combattait des maîtres de labyrinthe. Dans le monde actuel, il semblait qu'une personne devait avoir un potentiel pour le pouvoir magique dès la naissance, avant de pouvoir commencer à s'entraîner et à l'utiliser. La quantité de pouvoir magique qu'une personne possédait dépendait du type d'aptitude et de talent séparés. Toutes ces informations amenèrent le garçon à réaliser qu'il y avait une possibilité d'acquérir de la magie par l'entraînement au lieu de devoir reconstituer son énergie à travers des pierres et autres. Sheila était prête à lui enseigner et la première tâche était d'essayer d'apprendre le sort de lanterne. Il concentra l'énergie dans ses mains et quelque chose s'alluma avant de disparaître rapidement, l'excitant néanmoins du fait que cela se soit produit. La femme fut impressionnée aussi par le fait qu'il l'ait réussi du premier coup et dit à Lekan qu'il devrait juste le pratiquer pendant un moment à diverses tailles et distances. 6 mots furent presque emportés par le vent, alors que Lekan fixait avec excitation enfantine tout en continuant à pratiquer le sort, s'améliorant rapidement à chaque seconde. L'aube se leva et Lekan avait réussi à rassembler 100 sacs de chacun des 22 types d'herbes médicinales pour Sheila, tout cela grâce à l'aide de l'apprentissage de Lantern. Il avait en fait utilisé son aptitude de capteur d'objets à la place, mais il allait garder le silence sur ce pouvoir pour l'instant. Sheila lui a dit de garder les sacs dans son stockage pendant qu'il se rendait au prochain endroit. Cependant, cet endroit était plus loin que ceux que Lekan attendait puisqu'il courait depuis le matin. Il a commencé à comprendre pourquoi Sheila avait pris la forme d'une jeune fille, considérant qu'il serait choquant de voir une vieille dame courir à cette vitesse. Lane a décidé qu'il était temps de tester à nouveau la médecine de restauration de l'endurance et a réalisé son efficacité, donnant de la force à ses jambes et lui permettant de courir un peu plus longtemps. Pour l'instant, sa priorité était d'apprendre les compétences de la magie et de la fabrication de médicaments avant de partir pour la prochaine partie de son voyage. Ils sont finalement arrivés à une mine qui contenait de nombreux joyaux qui deviendraient des catalyseurs polyvalents. Ils en ont pris une grande quantité grâce au stockage de Lekan. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Lekan utilisa l'aptitude de lanterne, ce qui impressionna Sheila par sa capacité à la maîtriser rapidement. Mais ce moment fut interrompu par quelqu'un s'approchant d'eux avec une pioche. Cet homme prétendait que cette grotte était la sienne depuis 5 ans, malgré le fait que la femme l'utilisait depuis plus de 100 ans. Sheila décida que cela allait être une autre leçon et utilisa un sort appelé pétrification sur l'homme qui allait attaquer Lane, le faisant geler sur place. Un autre sort, déshydratation, fit se rider et se transformer en poussière l'étranger devant Lekan, alors que Sheila affirmait qu'il était préférable de voir le sort en personne. Lekan essayait toujours de comprendre l'identité entière de cette femme, se demandant s'il avait fait une erreur en choisissant d'apprendre d'elle plutôt que de quelqu'un d'autre. Lekan essayait de dormir avant d'être réveillé par le singe de Sheila, ce qui fit crier l'homme de surprise. La vieille femme entra dans la pièce et lui dit de tout préparer pour la journée. Il se leva et entra dans l'autre pièce pour essayer d'utiliser un pulse-bell pour amener les touffes d'herbe vers lui afin de les attacher au plafond, pratiquant sa magie jusqu'à ce qu'il maîtrise ce nouveau sort avant d'en apprendre des plus difficiles. Après une longue journée de travail acharné,
Tout était rangé avec les matériaux que les deux avaient rapportés de la forêt. Cependant, le Khan commençait à s'endormir d'épuisement. Sheila le réveilla, car ils allaient sortir en ville pour vendre les barils de peau pourrie, quelque chose utilisé pour éloigner les bêtes magiques, à un homme d'une autre boutique. L'homme donna à Sheila un sac de pièces d'or, la quantité surprise le Khan, considérant que c'était juste de l'herbe sauvage, et les deux partirent rapidement pour faire le tour d'autres endroits en ville. Le Khan demanda si le pot pourri n'avait pas d'effet sur Jéricho, mais Sheila expliqua qu'elle avait jeté un sort sur le singe pour prévenir de tels effets. Ils terminèrent leur travail pour la journée, et la vieille femme se souvint que Line voulait aller dans un labyrinthe. Elle dit au garçon qu'il pourrait prendre une pause de 10 jours pour qu'il aille dans un labyrinthe. Le plus proche, le labyrinthe de Goldbear, était à 2 jours de distance, mais cela prendrait encore moins de temps avec le pouvoir de Lekan. Avant de partir, il décida de se renseigner sur le labyrinthe, mais ses pensées furent interrompues par un homme qui s'approcha de lui et dit qu'il y avait un message de son maître Chéni qui voulait dîner avec le Khan. Les deux hommes se rencontrèrent et le Khan remercia l'homme pour ses efforts pour aider le Khan à devenir apprenti sous Sheila. Mais Chéni voulait également remercier le Khan. Après un peu de repas, Chéni entra directement dans le vif du sujet et dit que le pistolet que Maracus avait été fabriqué par un ami proche de Sheila. Il était confus quant à la raison pour laquelle l'objet avait été remis à un assassin et suggéra à Locan de montrer cela à Sheila pour plus d'informations. Lekan commença à réaliser qu'il baissait trop sa garde autour de cet homme et avait un conflit interne sur le fait que cela était acceptable ou non. Il décida de changer de sujet et demanda des informations sur le labyrinthe de Goldbear, auquel Cheney put fournir des informations sur l'endroit où acheter une carte et des informations vagues sur le labyrinthe lui-même. Avec tout cela en main, le Khan se dirigea vers la capitale du labyrinthe, Goldbear, le lendemain. Un groupe de chevaliers qui traversait la ville sans se soucier attira l'attention de le Khan, car Cheney avait averti l'aventurier aux cheveux noirs de ne pas s'impliquer avec eux. La raison en était qu'ils avaient traqué et fait chanter un aventurier qui avait précédemment obtenu un trésor du labyrinthe, un poignard à un prix inhabituellement élevé. 6 chevaliers, appelés Earls, avaient forcé l'aventurier à mettre le poignard aux enchères et à prétendre qu'il valait moins qu'il ne valait réellement, et les seules personnes participant aux enchères étaient celles en lien avec l'Earl. Lekan essaya de contourner l'arrière de la ville jusqu'à ce qu'il soit soudainement abordé par un soldat qui avait une ambiance complètement différente de celle des chevaliers de l'Earl, ce qui signifiait qu'il y avait beaucoup d'anciens aventuriers dans cette capitale. L'entrée du labyrinthe avait une grande entrée avec un grand nombre d'aventuriers qui semblaient tous être brillants et énergiques. Lekan essaya de se dépêcher d'entrer. Cependant, il fut arrêté par un soldat et fut dit d'attendre à l'arrière de la file, ce à quoi il n'était pas habitué. Une fois qu'il entra finalement, il prit une profonde inspiration avec un sourire et regarda la carte avant d'être surpris de voir comment les gens semblaient disparaître et apparaître du sol où ils se trouvaient. Lekan décida de rejeter l'étrangeté et de continuer, croyant qu'il comprendrait bientôt plus en parcourant le labyrinthe de ce monde. Il atteignit finalement les escaliers et fut surpris par leur taille, voyant que son capteur de vie n'était pas capable de voir les étages inférieurs. Au premier étage, il n'y avait que des singes rouges à combattre, ce qui ne lui posait pas beaucoup de défis, et ainsi Lekan alla aux étages plus profonds. Le prochain étage avait des loups de bois qui n'étaient également pas un problème. Cependant, il semblait laisser tomber une boîte avec un petit objet que Lekan ne reconnaissait pas. Un cri à l'aide fut entendu plus bas dans la grotte et 2 personnes étaient attaquées par un autre loup jusqu'à ce que Lekan les sauve rapidement, la bête laissant tomber une boîte avec un poignard à l'intérieur. Le garçon remercia Lekan, mais Lekan était plus concentré sur ce que le petit joyau qu'il avait obtenu était, demandant au garçon ce que c'était, pour apprendre que c'était une potion rouge. Il dit au garçon de l'utiliser sur la fille au sol et le garçon s'excusa auprès d'elle avant d'aller l'utiliser, ce qui fut immédiatement efficace. Lekan assura au garçon qu'il n'y avait pas besoin de remboursement et se retourna pour partir, car il avait obtenu les informations qu'il voulait le plus. Le 3e étage semblait juste être composé de rochers et rien d'autre dans la grande grotte, du moins c'est ce qu'il semblait au début. Certains des rochers ne semblaient pas différents des autres et possédaient des pouvoirs magiques, faisant se demander à Lekan si c'était la bête de l'étage. Il essaya de les trancher et apprit qu'ils avaient des propriétés de slime et que la lame n'avait aucun effet sur eux. Lekan se retourna pour voir comment les autres aventuriers allaient gérer le problème et remarqua que ces rochers spécifiques semblaient faibles face à la magie. Cela le poussa à sortir un objet qu'il avait gardé dans son stockage, un gantelet de dragon foudroyant. Il tirait de la foudre quand de la magie passait à travers et il l'essaya sur l'un des rochers magiques, obtenant un résultat immédiat. Alors que Lekan pensait que les labyrinthes étaient vraiment l'endroit où il se sentait vivant,
Il ne se souvenait pas du nom ou de l'apparence de ses parents. Tous ses souvenirs d'enfance étaient flous et tous négatifs. Il fut finalement recueilli par un orphelinat, seulement pour réaliser que les religieuses étaient incroyablement strictes et dures, ce qui poussa Lecan à s'échapper de l'orphelinat et à partir dans une direction au hasard, tombant finalement sur un labyrinthe. Lecan y entra et fut immédiatement attaqué par un monstre, étant plaqué au sol par celui-ci avant de voir une épée à côté de lui. Il s'en servit pour poignarder le monstre dans l'œil et le tuer. C'était la première fois que Lecan ressentait l'adrénaline et l'énergie du combat, et il en voulait plus, poursuivant son chemin, ce qui lui permit d'acquérir des compétences et de la force pour se battre, ainsi qu'une somme d'argent considérable. Les labyrinthes étaient durs, mais justes. Au 25e étage du labyrinthe de Goldberg, Lecan utilisa sa compétence de vent pour sauter au-dessus d'une bête araignée et la poignarder dans la tête. Au 26e, il prit une pause pour regarder les objets qu'il avait gagnés et décida qu'il était probablement temps de s'arrêter là et de revenir pour la journée. Lorsque Lecan sortit du labyrinthe, il fut arrêté par des soldats et dut les accompagner car ils avaient des questions à lui poser. Il rencontra leur capitaine, Doug, qui appela Lecan un seigneur démon et l'emmena dans sa chambre pour parler des plaintes que les gens avaient déposées contre lui. Il semblait que les gens étaient menacés par sa présence au 1er et 2e étage, ainsi que par des personnes qui auraient été soi-disant attaquées par Lecan, ce qu'il insista n'avoir pas fait, mais demanda également s'il y avait un problème en premier lieu s'il l'avait fait. Doug expliqua que c'était son travail de protéger les jeunes aventuriers et de s'occuper des personnes fortes qui semblaient déplacées dans le casse où elles causeraient un problème. Lecan commença à comprendre l'inquiétude qu'il pourrait avoir créée et pourquoi il était devenu connu comme un seigneur démon pour les autres. L'homme plus âgé fut impressionné par la facilité avec laquelle Lecan comprenait le problème et essayait de changer ses méthodes. Une fois que Lecan apprit qu'il avait apparemment causé la blessure d'une autre équipe, il sortit 2 potions rouges pour que Doug les apporte à la dite équipe. Doug fut surpris de voir de tels objets donnés si facilement et comprit que Line était une bonne personne, le complimentant également sur sa capacité à atteindre le 26e étage. Lecan demanda comment les marchandises étaient achetées dans le bâtiment où il se trouvait et décida de sortir les objets de son sac qu'il avait gagnés dans le labyrinthe, les renversant sur le bureau alors que Doug regardait en choc. Des soldats firent irruption à l'intérieur lorsqu'ils entendirent le bruit et tout le monde fut stupéfait par les objets que Lecan avait gagnés en seulement 5 jours. Les soldats n'avaient pas assez d'argent sur eux pour tout payer, alors Lecan leur dit qu'il allait rester en ville pour la nuit et passer demain pour collecter l'argent, changeant rapidement de sujet pour demander à Doug une faveur de lui dire quel logement fournissait de bons repas. Après que Lecan ait terminé sa mission et soit retourné à Volker, Eda courut vers lui, mais il continua à l'ignorer jusqu'à ce qu'il lui dise qu'elle n'était qu'une étrangère qui le ralentissait. Mais son esprit n'était pas diminué. Elle continua d'essayer de convaincre l'homme aux cheveux noirs d'être son partenaire d'aventure jusqu'à ce que Lecan lui dise soudain qu'elle était une utilisatrice de magie et devrait apprendre à utiliser la magie pour être bien par elle-même. Lecan s'éloigna, laissant la fille stupéfaite par ces mots, alors qu'il se dirigeait vers la maison de Sheila, racontant tout ce qui s'était passé dans le labyrinthe. Il était content d'y être allé et pensait y retourner lors de sa prochaine pause. Cependant, leur conversation fut interrompue par Eda frappant à la porte extérieure car elle semblait l'avoir suivie. Sheila leur dit de ne pas faire d'histoire et dit à la fille d'entrer au moins pour prendre le thé, malgré sa grossièreté. Lecan dit à Eda qu'il ne pouvait pas lui enseigner la magie, mais elle était confuse, car il lui avait dit qu'elle avait des pouvoirs magiques. Sheila suggéra que cela pourrait en fait être une bonne idée pour Lecan d'enseigner à la fille, car cela lui donnerait plus de compétences, telles que rendre CS Magie vraiment sienne, avec la promesse d'une récompense pour lui enseigner un sort de flèche de feu s'il réussissait à enseigner à Eda. Avec un soupir d'agacement, Lecan accepta et Sheila dit à Eda de garder tout cela secret, à laquelle la fille joyeuse accepta rapidement de le faire. Aimez et abonnez pour la 2e partie. Je vais continuer la partie 2 si nous atteignons 1000 j'aime sur cette vidéo. À la prochaine.